Alors, cette précieuse liberté d'enseignement est le fruit d'une longue évolution, le fruit de multiples combats, comme vous le savez. Comment est née la loi Debré? Comment s'inscrit-elle dans le cours de l'histoire? Dans quelle mesure le consensus actuel fait-il écho à des périodes antérieures? Pour répondre à ces questions, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir une mémoire vivante de l'école, professeur honoraire à l'Université Paris 5, auteur de nombreux livres et animateur d'un blog sur Mediapart. Je veux parler de l'historien de l'éducation, Claude Lelièvre. Bien, je vais me mettre ici parce que je vous préviens tout de suite que si on doit se remettre en mémoire, et surtout en histoire si possible, la loi Debré avant et après, c'est hard. Donc, il faut une tribune de tribuns. Au départ, ou pour être plus précis, au XIXe siècle, parce qu'on peut remonter très loin. Toute école qui reçoit des subsides d'origine publique est considérée ipso facto comme une école publique. C'est un détail de l'histoire. C'est d'ailleurs ce qui est écrit à l'article 8 de la célèbre loi Guizot du 28 juin 1833 qui les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent en tout ou en partie les communes, les départements ou l'État. Les tableaux statistiques du ministère de l'Instruction publique sont partagés en 4 cases. Les écoles publiques congréganistes, celles qui reçoivent au moins en partie des subsides publics et qui sont encadrées par des congréganistes. Les écoles publiques laïques, celles qui reçoivent au moins en partie des subsides publics et qui sont encadrées par des laïcs, c'est-à-dire des non-clercs. Les écoles privées congréganistes, celles qui ne reçoivent que des subsides privés et qui sont encadrées par des congréganistes. Et enfin, les écoles privées laïques, celles qui ne reçoivent que des subsides privés et qui sont encadrées par des laïcs, c'est-à-dire des non-clercs. C'était un moment où c'était clair. La loi Fallou du 15 mars 1850 va essentiellement dans le même sens pour ce qui concerne les écoles secondaires. Mais en introduisant un bémol ou une faille qui aura un certain succès historique il y a quelques années. C'est l'article 69 de la loi. Les établissements libres secondaires peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'État un local et une subvention sans que cette subvention puisse excéder le 10e des dépenses annuelles de l'établissement, sans quoi elles deviennent publiques. C'est d'ailleurs ce dernier verrou, à savoir ne pas excéder le 10e, qu'avait voulu faire sauter François Bayrou au tout début de son arrivée au ministère de l'Éducation nationale. Elle avait conduit à ce qu'on a appelé, pas tout à fait vrai, abroger la loi Fallou en 1993. Ça avait fait quelques remous, certains s'en souviennent. C'est les derniers grands remous. On remarquera enfin que le premier article qui concerne les programmes de l'instruction primaire n'est jamais alors, contrairement à ce que croit tout le monde, lire, écrire et compter, car lire, écrire et compter arrive en seconde position, aussi bien pour ce qui concerne Guizot que Fallou ou Ferry. Pour Guizot et Fallou, arrivent en premier, parce que ce qui est le plus important, l'éducation morale et religieuse. Et pour Jules Ferry, l'éducation morale et civique.
à comparer avec la formule première constamment répétée par le ministre de l'Éducation nationale actuel, Jean-Michel Blanquer, qui lui dit « lire, écrire, compter et le respect d'autrui ». Là encore, on voit la différence. Nous sommes dans un autre monde de référence. Ça, ce n'est pas non plus un détail de l'histoire. Ça vous concerne, comme ça concerne l'école publique. Pour être encore plus clair, avant l'avènement de l'école républicaine, ce qui est mis au premier plan, c'est l'éducation religieuse. À partir de l'avènement de l'école républicaine, c'est l'éducation civique dans l'école publique. La première tâche de l'école républicaine, c'est de faire des républicains, historiquement. C'est d'ailleurs pourquoi elle doit alors être laïque. Contrairement à ce que l'on pense souvent, la situation dans laquelle nous nous trouvons n'est pas vraiment neuve, car elle a été à certains égards constitutive de l'institution de l'école laïque et républicaine en France, avec ses deux composantes principales, à savoir, d'une part, l'affirmation de sa neutralité confessionnelle et du respect des religions, affirmation de sa neutralité confessionnelle et du respect des religions, d'une part, et d'autre part, son engagement politique résolument républicain. C'était un engagement politique. Il y avait à peine la moitié des pères d'élèves qui étaient républicains, et je ne vous parle pas des épouses. Discours de Jules Ferry au Sénat, le 10 juin 1881. Nous sommes institués pour défendre les droits de l'État contre un certain catholicisme, bien différent du catholicisme religieux, et que j'appellerais le catholicisme politique. Ça ne vous dit rien par rapport à la situation actuelle? Quant au catholicisme religieux, qui est une manifestation de la conscience d'une si grande partie de la population française, ce catholicisme religieux a droit à notre protection. Oui, nous sommes entrés résolument dans la lutte anticléricale. Je l'ai dit et la majorité républicaine m'a acclamé quand j'ai tenu ce langage. Oui, nous avons voulu la lutte anticléricale, mais la lutte antireligieuse, jamais, jamais. Il faut rappeler quelques petites histoires. Qu'est-ce à dire? La question laïque, historiquement, est fondamentalement liée à l'institution même de la République. Et c'est ce que développe très nettement Jules Ferry dans son discours du 23 décembre 1880 à la Chambre des députés. Que dit-il? Il importe à la sécurité de l'avenir que la direction des écoles et la déclaration des doctrines qui s'y enseignent n'appartiennent pas aux prélats qui ont déclaré que la Révolution française est un déicide, qui ont proclamé comme l'éminent prélat que j'ai l'honneur de trouver devant moi. Il s'agit de Monseigneur Frépel, qui est le chef de file des députés catholiques, qui a déclaré que les principes de 89 sont la négation du péché originel. Pour être clair, les partisans d'une théocratie ne doivent pas faire la loi dans l'école publique, de quelque théocratie que ce soit, pour que la République puisse exister et perdurer. C'est une question politique, ce n'est pas une question religieuse.
Et c'est aussi pour cela qu'il est décidé par la loi du 30 octobre 1886, donc c'est à préférer, dite loi Goblet, ça, je ne peux pas ne pas le citer, car c'est quand même un grand homme de ma ville, celle d'Amiens, dite loi Goblet ou loi de laïcisation du personnel, que dans les écoles communales, c'est-à-dire dans l'école publique, les maîtres congréganistes seront remplacés dans un délai de 5 ans par des instituteurs laïcs, et aussi que des institutrices laïques remplaceront les institutrices congréganistes au fur et à mesure de leur départ. Ça va durer longtemps. Au moment des lois Combes, au début du XIXe siècle, il y a encore autour de 6 ou 7% des institutrices qui sont dans les écoles communales laïques qui sont des sœurs. C'était un moment où on donnait du temps au temps. Monseigneur Frépel, le chef de file des députés catholiques, conteste âprement, à l'instar de la plupart des dirigeants catholiques de l'époque, qu'il puisse y avoir une neutralité en matière religieuse. Que dit-il? Ne pas parler de Dieu à l'enfant pendant 7 ans, alors qu'on instruit 6 heures par jour. C'est lui faire croire positivement que Dieu n'existe pas. L'instituteur se renfermera sur une abstention complète à l'égard des matières religieuses. Mais messieurs, sur ce point capital, l'abstention est impossible, car, suivant que l'on croit ou que l'on ne croit pas à l'existence de Dieu, la pensée et la vie humaine prennent un tout autre cours. En pareil cas, et de la part d'un instituteur, le silence équivaut à la négation. Donc, la neutralité en matière religieuse n'est pas possible. Donc, c'est la guerre. Inévitable. Je ne dis pas que c'est un moment souhaitable, loin s'en faut, car moi je crois toujours que, d'abord, on ne gagne jamais totalement, et puis dans une guerre, tout le monde y perd. Mais je passe là-dessus. Mais il faut rappeler d'où l'on vient, les uns et les autres. Jules Ferry s'est montré très déterminé sur le plan directement politique, par exemple en plaçant les manuels d'histoire et d'instruction civique mis à l'index par l'Église de France à la fin des années 1880, parmi les manuels recommandés en annexe de sa célèbre lettre circulaire aux instituteurs, vous savez, cette fameuse lettre où il dit qu'il ne saurait être question de blesser la conscience des enfants ou des parents. Mais dans l'esprit de Jules Ferry, cela s'applique à l'enseignement de la morale commune, pas de l'instruction civique, car sans quoi ça va barder. Il s'est également montré très déterminé contre des dérives éventuelles anti-religieuses, en annonçant de fortes sanctions en réponse à une interpellation sur ce sujet à la Chambre des députés le 11 mars 1882. Que dit-il? Si un instituteur public s'oubliait assez pour instituer dans son école un enseignement hostile, outrageux pour les croyances religieuses de n'importe qui, il serait aussi sévèrement et aussi rapidement réprimé que s'il avait commis cet autre méfait de battre ses élèves ou de se livrer contre eux à des sévices coupables. On apprend deux choses. D'abord qu'il ne s'agit pas de s'en prendre pour Jules Ferry à quelque sentiment religieux que ce soit, et aussi qu'on ne doit pas battre les élèves. On voit qu'il était dans les recommandations, on voit que les politiques publiques ministérielles ne passent pas toujours à la base. Nous passons sur ce genre de choses. Il y a lieu aussi, on ne peut pas faire autrement, d'évoquer la puissante guerre scolaire organisée par la haute hiérarchie catholique dans les années qui ont précédé la Première Guerre mondiale, à la suite de l'interdiction faite aux congrégations d'enseigner, ce qui était un coup très dur porté à l'enseignement catholique, puisqu'à l'époque, c'était essentiellement encadré par des congréganistes, les fameuses lois Combes. En septembre,
1908, les cardinaux et archevêques de France publient une déclaration solennelle où ils disent « Vous surveillerez l'école publique », employant d'abord tous les moyens légaux pour la maintenir dans l'observation de ce que, à défaut d'une expression meilleure, nous appellerons neutralité. La neutralité est devenue quelque chose que l'on doit observer, alors qu'auparavant, elle était foncièrement condamnée. Je vous fais remarquer ce petit chose. Donc, pourquoi il est dit « nous appellerons neutralité à défaut d'une expression meilleure ». Et en septembre 1909, les cardinaux, archevêques et évêques de France préconisent une nouvelle forme d'organisation, à savoir les associations de pères de famille. Car c'est une époque bénie où les mères de famille ne comptaient pas. Et que dit cette déclaration? Vous avez le devoir et le droit de surveiller l'école publique. Il faut que vous connaissiez les maîtres qui la dirigent et l'enseignement qu'ils y donnent. Rien de ce qui est mis entre les mains et sous les yeux de vos enfants ne doit échapper à votre sollicitude. Les livres, les cahiers, les images, tout doit être contrôlé par vous. Nous interdisons l'usage de certains livres dans les écoles et nous défendons à tous les fidèles de les posséder, de les lire et de les laisser entre les mains de leurs enfants, quelle que soit l'autorité qui prétend le leur imposer. C'est la lutte. Elle n'est pas finale, car peu après arrive la guerre de 14-18, l'union sacrée, et la bataille est enterrée dans les tranchées. Je fais un bond historique. Nous nous retrouvons dans les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, et nous nous retrouvons avec ce qui va préparer directement à la loi Debré. En 1948, Édouard Lisotte fonde un secrétariat d'études pour la liberté de l'enseignement. Une association parlementaire pour la liberté de l'enseignement est créée en juillet 1951. Elle aura 315 députés adhérents au moment de la loi Debré en 1959. Ça, c'est l'organisation du côté du privé catholique. En septembre 1951, la loi Marie admet les élèves des établissements privés au bénéfice des bourses de l'État. Car les boursiers avaient été exclus, y compris par la Chambre Bleu Horizon, de la possibilité d'avoir des bourses, des boursiers, car c'était une subvention d'État indirecte. La loi Barranger, c'était du nom du premier député. Dans l'ordre, il n'y en avait pas qui commençait par A, donc c'est celui qui commençait par B qui a donné son nom à la loi. La loi Barranger octroie une allocation trimestrielle pour chaque enfant fréquentant l'école primaire, publique ou privée. L'importance historique de ces deux lois tient plus à la reconnaissance du principe de subventionner les écoles privées, qui est totalement nouveau, par des fonds publics qu'elles impliquent, qu'aux effets financiers des dispositions prises. Il y a lieu de remarquer aussi un certain basculement de l'opinion à ce moment-là, si l'on en croit les sondages. Alors qu'en 1946, 23% seulement des Français se déclaraient favorables à des subventions publiques aux établissements privés, en 1951, 45% d'entre eux se prononcent pour cette solution, 42% étant contre. Au début de l'année 1959, le Premier ministre Michel Debré, avec l'aval du président de la République Charles de Gaulle, rédige une note à l'intention d'André Bouloche, qui vient d'être nommé ministre de l'Éducation nationale. Michel Debré précise, je cite, que ni l'Église en tant que telle, ni aucune association nationale ne peut être le partenaire du ministère de l'Éducation nationale.
La coopération des deux enseignements se fera donc à l'intérieur d'un service public pluraliste grâce à des contrats qui seront passés par l'Éducation nationale avec les établissements. C'est la note écrite de Michel Debré. Ce n'est pas une autre, c'est celle-là, et vous avez vu tous les termes. Le général de Gaulle et le Premier ministre Michel Debré ont placé délibérément la question des écoles privées dans un cadre national. Il n'est pas question d'une aide inconditionnelle à l'enseignement privé, à l'enseignement catholique. Mais la plupart des dirigeants des organisations qui militent en faveur d'une aide aux écoles privées ne l'entendent pas de cette oreille. Ils élèvent leurs revendications financières à la hauteur d'une question de principe et sans contrepartie, à savoir la liberté de choix des familles. Ce n'est pas la position de Gaulle, ce n'est pas la position de Debré. Je signale. C'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Afin de peser sur les travaux du gouvernement, les associations de parents d'élèves de l'enseignement catholique organisent un meeting à Paris en mars 1959, puis rassemblent 80 000 membres des APEL à Caen. La protestation, a-t-il dit, est très vive contre l'idée que l'aide de l'État pourrait être accompagnée de contreparties qui, disent les animateurs de ces différentes manifestations, serait la préface à une nationalisation. Édouard Lizop, qui anime, je vous le rappelle, le secrétariat d'études pour la liberté de l'enseignement créé en 1948, fait part directement au Premier ministre Michel Debré de l'objectif clair et persistant de la plupart des responsables de l'enseignement privé, à savoir que l'État verse chaque année une somme à l'enseignement privé, considéré comme une entité, dont les dirigeants répartiront l'argent selon des critères qu'ils choisiront eux-mêmes. Par ailleurs, dans l'autre camp, le Comité national d'action laïque structure une campagne animée par les manifestations publiques de la FEN, du SNI et de la Ligue de l'enseignement. À l'école publique, fonds publics, à l'école privée, fonds privés, qui est la reprise des règles du début du XIXe siècle. La thématique de la nationalisation de l'enseignement privé et du monopole de l'enseignement public laïque est ravivée. Finalement, un projet de loi est rédigé fin novembre, début décembre 1959. L'essentiel tient dans le régime contractuel qui peut lier des établissements privés à l'éducation nationale. Je vais aller vite puisque vous connaissez. 2 types de contrats sont prévus. Dans le contrat simple, le concours de l'État se limite à la rémunération des enseignants. Au terme d'un délai de 9 ans, le Parlement devra décider de sa suppression ou de son maintien. C'est une sorte de sas à l'essai. Le contrat d'association, lui, permet un concours plus étendu de l'État qui prend en charge, dans la mesure où l'établissement répond à un besoin scolaire reconnu, non seulement les dépenses de personnel, mais aussi celles de fonctionnement. En contrepartie, il est exigé que l'enseignement de base soit dispensé selon les règles et les programmes du service public. Comme la logique foncière du projet réside dans l'association, des établissements privés au service public, dans le cadre et les limites du service public, le régime des contrats d'association est prévu pour une durée indéterminée. C'est ce que voulaient Debré et de Gaulle. Le projet de loi est attaqué de toutes parts. Tout le monde est contre. C'est assez remarquable que ce qui dure longtemps, c'est quand tout le monde est contre. Enfin, quand ça passe. In fine, le général de Gaulle conclut le Conseil des ministres du 22 décembre 1959 très animé et très divisé. Vous savez, d'habitude, c'est une chambre d'enregistrement. Là, il y a discussion, une discussion
disons, où tout le monde se marque de façon différente. Il y a au moins 3 positions différentes, mais je n'insiste pas. Et le général de Gaulle conclut d'une façon qui montre l'importance qu'il accorde personnellement à cette question et son esprit de décision en la matière. Que dit-il dans son style inimitable? Si le gouvernement ne peut se mettre d'accord, il faut en changer. Ça fait réfléchir. Si le Parlement n'accepte pas une situation de bon sens, il faudra le dissoudre. Ça aussi, ça fait réfléchir. Si la Constitution ne permet pas d'aboutir, il faudra la modifier. Devant cette pression amicale, le gouvernement s'incline et le Parlement vote le projet à une large majorité. Les communistes et les socialistes votant clairement contre. Le général de Gaulle a rédigé de sa main, signe de l'importance qu'il lui accordait, l'article 1 de la loi. Qu'a-t-il dit? Dans les établissements privés ayant passé un contrat, l'enseignement est soumis au contrôle de l'État. L'établissement, tout en conservant son caractère propre, doit donner l'enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants, sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyance, y ont accès. Fin de citation de l'article 1 rédigé. On peut voir le manuscrit. Le général de Gaulle s'est efforcé de résoudre la question des écoles privées catholiques en reconnaissant certes aux établissements qui contracteraient avec l'État leur caractère propre, mais il a aussi et surtout placé la résolution du problème dans un cadre national unificateur. L'exposé des motifs de la loi l'énonce explicitement par une différenciation nette entre éducation et enseignement. Je ne dis pas que ça peut tenir, mais c'est ce qu'il dit. Qu'est-il dit? Si l'éducation peut et doit garder sa diversité traditionnelle, l'enseignement proprement dit doit contribuer à faire disparaître tout ce qui pourrait diviser la jeunesse française. Il faut que l'action de l'État, de concert avec les intéressés, permette le rapprochement des enseignements, donc des esprits. Pour le général de Gaulle, le règlement de la question scolaire, du mode d'existence des établissements privés, doit aller non pas dans le sens de la diversification, mais au contraire de l'unification nationale. L'enseignement dans les écoles privées sous contrat devant être désormais commun. Le sénateur Prélot, président de l'Association parlementaire pour la liberté de l'enseignement, loin de considérer la loi Debré comme une loi d'aide à l'enseignement privé, y voit, je cite, le statut semi-public de l'enseignement. Ce qui est un régime tout différent, dit-il. Édouard Lizop, l'animateur du secrétariat d'études pour la liberté de l'enseignement, appelle à la prudence. Cette loi est pour l'enseignement privé pleine de dangers. Et c'est avec une vigilance constamment en éveil qu'elle devra être appliquée. Du côté du camp laïque, le communiqué du Comité national d'action laïque n'y va pas par 4 chemins. On assassine l'école publique. Le CNAL organise au premier semestre 1960 une vaste campagne de pétition contre la loi Debré. Plus de 10 millions de signatures sont obtenues, au terme de laquelle les délégués des pétitionnaires font le serment de lutter sans trêve et sans défaillance jusqu'à son abrogation. Rien n'y fait. Le mouvement d'association au service public est inexorable. 9 ans après, en 1968, au terme de principe du régime du contrat simple, 95% des élèves du primaire privé sont dans des classes bénéficiant d'un contrat. 83% avec contrat simple, 12% avec contrat d'association, parce qu'on avait besoin de moins d'argent dans le primaire que dans le secondaire.
Dans l'enseignement secondaire privé, 83% des élèves sont dans des classes du privé, sont dans des classes avec contrat, la quasi-totalité, soit 79%, avec contrat d'association. En fait, la loi Debré, sous l'impulsion et le contrôle du général de Gaulle, a tenté de concilier, voire de conjuguer, deux logiques. Une logique de rapprochement, voire d'intégration entre les établissements privés et l'État, et une logique de différenciation, le caractère propre, pouvant étirer vers le dualisme scolaire. Aucune des deux logiques, malgré les efforts en sens contraire des uns et des autres, il y a eu une série de tentatives et de convulsions, ne l'a emporté, et l'issue est éventuellement incertaine. La hiérarchie de l'Église, voire de l'enseignement privé, n'a jamais donné clairement son aval à la différenciation entre l'enseignement proprement dit, donné dans les classes, qui doit être en principe laïcisé, en tout cas commun avec celui donné dans les classes de l'enseignement public, et l'établissement, qui, lui, peut et doit avoir un caractère propre, caractéristique du dispositif gaullien. Loin s'en faut, parfois. On peut rappeler pour mémoire, par exemple, le moment particulièrement significatif des années 1992-1994, en partie contemporain, du dernier grand affrontement public-privé lors de l'épisode de la soi-disant tentative d'abrogation de la loi Fallou, fin 1993, début 1994. Le statut de l'enseignement catholique, promulgué par la Conférence des évêques catholiques de France le 14 mai 1992, rappelle que le caractère propre de l'enseignement catholique a été défini dans la déclaration conciliaire du 28 octobre 1965 sur l'éducation chrétienne, à savoir ordonner toute la culture humaine à l'annonce du salut, de telle sorte que la connaissance graduelle que les élèves acquièrent du monde, de la vie et de l'homme soit illuminée par la foi. À l'obligation de principe pour les écoles sous contrat du respect total de la liberté de conscience et que l'enseignement proprement dit soit commun avec celui dans les établissements publics, le statut de mai 1992 répond, je cite, que l'enseignement catholique ne peut pas renoncer à la liberté de proposer le message et d'exprimer les valeurs de l'éducation chrétienne, en ajoutant « Il devrait être clair qu'exposer et proposer n'équivaut pas à imposer ». Et le préambule du statut conclut on ne peut plus nettement, je cite, « L'école catholique est un lieu d'évangélisation non par le moyen d'activités complémentaires, parallèles ou parascolaires, mais par la nature même de son action, directement orientée à l'éducation de la personnalité chrétienne. » L'illustration de cette position a été très clairement donnée par Max Cloupet, alors secrétaire général de l'enseignement catholique, dans le journal Le Monde du 25 décembre 1993. L'école catholique entend garder son caractère propre et proposer un regard chrétien sur le monde, y compris en mathématiques et en physique. Mais, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des mathématiques catholiques. 2 plus 2 font toujours 4 dans les deux cas, mais un regard chrétien. Alors, il y a eu des manuels là-dessus, je connais, je peux vous en montrer. Mais au même moment, deux sociologues, Alain Léger et Gabriel Longuette, j'avais écrit la préface, donc je m'en souviens, dans un ouvrage paru en 1994 aux éditions Faber et intitulé « École publique ou école privée ?» montrait que le phénomène massif du transfert des élèves du public vers le privé ou du privé vers le public était fondamental pour prendre la mesure des changements intervenus dans les faits, dans les pratiques,
et des rapprochements effectués entre les deux secteurs, public et privé. Il montrait que l'on pouvait estimer alors à 55% les familles qui n'utilisaient que le public pour tous leurs enfants, et à seulement 5% les familles qui n'utilisaient que le privé pour tous leurs enfants. Il y avait donc 40% de familles qui utilisaient à la fois et successivement le public et le privé, ou le privé et le public. Le zapping entre le public et le privé était en voie de devenir de fait majoritaire. Les quelques études qui ont eu lieu depuis à ce sujet ont confirmé cette tendance. Comme l'a souligné Bernard Tout-le-Monde dès mai 1995 dans la revue Le Monde de l'éducation, et il a oublié ce texte, donc je le lui rappelle, la montée du consumérisme, en même temps que la baisse de la pratique religieuse et la fin des idéologies traditionnelles, conduisent les parents à situer les établissements privés, comme d'ailleurs les établissements publics, au sein d'une stratégie de réussite scolaire et sociale de leurs enfants. Toutes les études menées depuis 1980 le prouvent. Le choix du privé est déterminé par de multiples raisons: qualité de l'enseignement, bonne éducation, suivi particulier, ambiance générale, voire parfois absence d'enfants immigrés, parmi lesquels les motifs religieux sont très minoritaires, 10 à 15% seulement des demandes. Fin de citation de Bernard Tout-le-Monde, qui hoche la tête, donc persiste et signe. En présentant son projet de loi à l'Assemblée nationale le 23 décembre 1959, Michel Debré avait déclaré que l'enseignement privé représente aussi une forme de collaboration à la mission d'éducation nationale qui le fait participer à un service public. Là, il faut faire très attention aux mots employés. Le bulletin du secrétariat général en enseignement catholique du 15 mai 1969, une bonne lecture, a rendu compte de cette orientation et l'a reprise à son compte. Je cite: « L'enseignement libre constitue un appoint indispensable à l'œuvre éducative de l'État. Il gère une partie importante du service public d'enseignement. » Il gère une partie importante du service public d'enseignement. Je n'ai pas compris que c'était tout à fait la même position que la dame qui m'a précédé. À tort ou à raison. Je continue. Partant de cette constatation, la loi Debré, dans ses grandes lignes, ne fait que reprendre, en les adaptant au domaine de l'enseignement, des techniques déjà employées dans d'autres secteurs que l'enseignement et l'éducation. Réflexion intéressante. La sauvegarde de l'esprit d'initiative et de responsabilité conduit à recourir au procédé de la gestion d'une activité d'intérêt général par une personne ou un organisme de droit privé. Au sein même du secteur public économique, le récent rapport Nora a préconisé l'accroissement de l'autonomie des entreprises publiques ou semi-publiques. C'est un autre mode de gestion, dit le secrétariat d'État, comme Debré. La sociologue Lucie Tanguy peut conclure dans un numéro de la Revue française de sociologie datant de 1972. C'était une de mes collègues à Paris 5. Le débat qui précède et suit la loi Debré de décembre 1959 n'est plus posé dans les seuls termes idéologiques, à savoir laïcité, neutralité, liberté, de la justification d'intervention de l'État dans les processus économiques comme les fusions et la décentralisation des entreprises, on déduit l'élargissement de la notion de service public recouvrant l'aide de l'État à des entreprises privées. On légitime l'octroi d'un nouveau statut à l'enseignement privé, lequel ne fera que corroborer cette idée de service privé d'utilité publique. Un autre mode de gestion d'un service public. Mais où sommes-nous ? On ne devrait pas être autrement surpris de la déclaration faite en mai 1995 par Guy Bourgeois,
qui a été momentanément directeur de cabinet de François Bayrou. Guy Bourgeois était le président de l'association Créateurs d'écoles. Que dit-il? Il prend clairement appui sur une certaine lecture de la loi Debré pour tenter de généraliser ce qu'il appelle la gestion contractuelle privée à l'enseignement public lui-même. Dans le sens d'une reconnaissance institutionnalisée du droit à les différences, différentialistes, voire communautaristes, se mariant avec un certain esprit d'entreprise innovant et conquérant. Que dit-il? Le grand mérite de la loi Debré est d'avoir organisé la gestion contractuelle du service public. Alors pourquoi la limiter à l'enseignement privé? On vient de s'apercevoir que la loi Debré peut permettre de régler des situations aussi complexes que celles des écoles bretonnes ou basques. Elle doit permettre aussi la création ou le maintien en vie d'écoles différentes, comme les écoles Steiner ou Montessori. Tiens, ça revient à la surface. Elle permettra sans doute de progresser sur la difficile question de l'école musulmane. Alors là, autre chose. Bref, le moment paraît venu de donner un second souffle à la loi Debré. Au lieu d'engendrer l'uniformité, elle pourrait permettre de réintroduire la différence et l'innovation. Fin de citation de Guy Bourgeois. Je terminerai mon intervention liminaire, car je n'ai pas tout dit, en reprenant le moment d'anthologie que mon ami et ex-DGESCO Jean-Paul Delahaye a relaté au colloque organisé à Amiens en février 2018 par mon éminent collègue et néanmoins ami Bruno Possé, ici présent, à côté de Bernard Tout-le-Monde, et qui va participer à la table ronde. Il s'agit d'un moment fort du célèbre colloque tenu à Amiens en mars 1968, donc avant mai 68, avec ses circonvolutions significatives en l'occurrence. C'est un peu long, mais ça mérite le détour. Qu'a dit à ce colloque mon ami ex-DGESCO? La définition donnée du chef d'établissement dans le rapport final de la commission C, lu en séance plénière du colloque de mars 1968, suscite un amendement du directeur de l'école alsacienne de Paris. Cet amendement figure bien dans la version imprimée du colloque. Qu'a-t-il dit? La définition du chef d'établissement que vous avez donnée, qui s'adresse à l'ensemble des membres du colloque, répond à peu près à celle qui est de règle dans l'enseignement privé. Je souhaite vivement que mes collègues de l'enseignement public et leurs établissements et leurs élèves bénéficient de la même chance que la loi Debré donne à l'enseignement privé. Fin de citation, l'amendement est mis sur l'édition imprimée du colloque. Mais le rapport imprimé, continue Jean-Paul Delahaye au colloque organisé récemment, mais le rapport imprimé ne donne pas d'informations sur la manière dont cet amendement a été reçu par l'Assemblée. Il faut aller lire le compte-rendu renéoté publié dans le bulletin quotidien du colloque pour savoir que, qu'est-il dit dans ce bulletin, que cette profession de foi a été vivement applaudie par l'ensemble des participants. L'auteur du compte-rendu a-t-il exagéré le caractère chaleureux de cette approbation? Des syndicalistes ou des représentants de l'enseignement public ont-ils protesté à la lecture du compte-rendu renéoté? En tout état de cause, on doit constater, dit Jean-Paul Delahaye, que les responsables du colloque et de la publication de ces actes ont décidé de passer sous silence, non l'amendement lui-même, mais des applaudissements probablement jugés après coup peu opportuns. À méditer. Doit-on et peut-on, sans dommage,
sortir des ambiguïtés et de la perplexité. À vous de voir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Claude Lelièvre pour ce bel éclairage historique, truffé d'anecdotes, comme toujours. Alors voici venu le temps des questions avec la salle, avec Louise Brault. Alors qu'on se le dise quand même, vous n'avez plus droit à aucune remarque sexiste. Vous avez épuisé votre quota. Donc Louise Brault, on vous écoute, c'est pour les questions. La loi Fallou datant de 1850 est-elle obsolète du fait de son caractère politique? Comment la réformer sans provoquer la même réaction qu'en 1993? Alors, je vous suggère de prendre le micro pour répondre à cette question. Ouais, alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je me demande toujours s'il faut réveiller le chat qui dort. C'est-à-dire que c'est pas pour interdire des bonnes questions, c'est une bonne question. Ça serait une question test, mais disons, ce serait une question texte, disons, en grandeur nature, et ça peut être risqué. Voilà. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette fameuse loi Debré, elle était voulue d'une certaine manière par personne, en tout cas par aucune des forces organisées d'un camp et de l'autre. Et finalement, ça a tenu 60 ans. Il y a certainement des raisons. Une des raisons, c'est que c'est un peu comme la constitution d'ailleurs gaulienne, et même peut-être de la loi de 1905 sur la laïcité, c'est que c'est un compromis historique qui peut être un peu interprété et tiré dans un sens ou dans un autre, qui a une certaine souplesse, et que si on veut éviter des guerres profondes, la sagesse, c'est peut-être pas de tenter le diable. Voilà. Alors justement, vous avez... Donc, je ne ferai pas de pronostic, et surtout, je ne vois pas comment on pourrait savoir, si ce n'est en tentant le diable, mais moi, mon idée, c'est qu'il vaut mieux pas tenter le diable. Mais enfin, il y en a qui préfèrent tenter le diable. Hein. Alors justement, on présente souvent la loi Debré comme une loi de pacification. Vous avez vous-même, dans votre long aperçu historique, évoqué le mot guerre scolaire. Est-ce que finalement cette loi nous a vaccinés durablement, définitivement contre la guerre scolaire? Alors, ce dont il faut se rendre compte, c'est que pendant très longtemps, quand on parlait de la question scolaire, c'était la question de l'affrontement public-privé. C'était la question qui divisait. Celle qui divisait le plus sur les questions éducatives et l'enseignement. Et la volonté de De Gaulle, c'était de dire, mais ça fait partie de notre passé, on peut aller au-delà et en finir. Mais pour en finir, vraiment, semble-t-il, il a fallu qu'ils se battent sur l'ensemble des fronts, et il y a eu des soubresauts assez fortes avec des manifestations. Or, il se trouve que depuis 1993, ce n'est plus la question scolaire. Moi, ça me frappe beaucoup d'ailleurs, parce que dans les questions scolaires que je suis depuis très longtemps, j'essaie de répondre à votre question, ce n'est plus la... De temps en temps, ça revient à la surface, mais de façon relativement indirecte et pas au centre jusqu'à maintenant. Alors, c'est d'autres questions qui sont au centre. Et du coup, d'ailleurs, ça pose un problème sur la question de l'adhésion. Parce qu'en fait, les enseignants ont été situés à gauche, et se sont situés à gauche, les enseignants du public. Vous parlez au passé, là, oui, c'est plus d'actualité. Plus ou moins. Ouais, mais en tout cas, il y a un truc de fond, c'est-à-dire un classement de fond pour le fait que les enseignants du public se situent à gauche, et qu'ils avaient le sentiment que la droite était trop tendre, pouvait être trop tendre, par rapport à l'enseignement privé. Or, cette question a disparu. Donc maintenant, ce sont des questions sociales et éducatives qui prennent le devant. Maintenant, ça pourrait... voilà. Donc, les problématiques ont changé. C'est très important. Il n'y a pas que les solutions qui comptent. C'est quels sont les problèmes considérés comme les plus importants dans le débat public, par exemple. Voilà. Bien entendu. Et puis vous expliquiez tout à l'heure qu'un nombre de plus en plus important de familles s'adressent à un moment donné de la scolarité de leurs enfants au public, puis au privé, et qu'il pouvait y avoir comme ça des passages d'un camp à l'autre, si je puis m'exprimer ainsi, et que quelque part ça
contribue à poser la question scolaire en des termes différents. Mais bien sûr, quand vous avez actuellement, on peut évaluer à peu près 150 000 élèves qui, chaque année, sont en transhumance, qui passent d'un côté et de l'autre, dans les deux sens. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est de la pipe sur les transhumances statistiques. Je les ai. Moi, je vais vous les donner, les chiffres. Vous vous référez à quoi, là, précisément, sur la transhumance statistique? Ce qui était dit tout à l'heure. Sur, précisément sur quel point? Sur le fait qu'il y avait eu un déport du privé vers le public dans les années 2016, 2017, 2018. Je crois que c'était plutôt dans l'autre sens que... Oui, si je ne m'abuse. Un déport du public vers le privé. D'accord, oui, tout à fait. Moi, je vais vous donner les chiffres. Oui. D'abord, c'est rien du tout rapporté aux 150 000 qui passent de l'un à l'autre. C'est le phénomène fondamental. Si on l'oublie, on est à côté de ces pompes complètement. Alors, dans la polémique, dans l'électoralisme, tout ça marche. Mais, disons, si on a un observateur qui essaie de donner des éléments qui soient des éléments fiables, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais les retrouver. Alors, les chiffres, on va les trouver. Je pense que les responsables de l'enseignement catholique pourraient vous dire que s'ils pouvaient accueillir... Donnez les chiffres. Non, oui, mais s'ils pouvaient... Oui, non, puisque de temps en temps, ça monte et de temps en temps, ça descend. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment se fait-il que ça descende à certains moments? Moi, je regarde les chiffres. Après, on verra. On discutera. D'abord, on regarde les chiffres et après, on explique. Et au moins que les explications soient en rapport avec les chiffres. Je vais en mettre une sur les femmes, quand même. Je ne peux pas résister. Je vous avais prévenu, hein, je crois que le public n'est pas tout à fait... Il paraît que les femmes ont beaucoup plus d'intuition dans les rapports interpersonnels que les hommes. Et la version, c'est de dire, naturellement, elles l'ont, parce que ce sont des femmes. Eh bien, même quelqu'un comme Bourdieu s'est fait piéger, parce que lui, il a expliqué que les femmes, c'est un peu comme les chats, ils sont dominés, donc elles essaient de savoir, pas par nature, mais elles essaient de savoir ce que le maître veut. Or, je vous avais prévenu. Alors, revenons aux chiffres. Je reviens. Or, si Bourdieu avait regardé certains tests, il n'aurait pas dit ça. Parce qu'il faut aussi établir le fait que les femmes sont plus intuitives dans les rapports personnels que les hommes. Or, par exemple, c'est très facile à faire. On fait des sociogrammes, et puis où les gens se connaissent pendant 15 jours ou 3 semaines, et on demande, est-ce que les femmes... on se demande à des femmes et des hommes si, oui ou non, elles considèrent qu'elles sont estimées par certains, sous-estimées par d'autres. Eh bien, les femmes, comme les autres, comme les hommes, se trompent très souvent. Donc, bon, allez. Donc, on va revenir à nos chiffres. Non, mais je dis ça parce que c'est une question de méthode. Autrement, on n'avance pas dans les débats. Si on fait des explications de phénomènes qui n'existent pas, on ne peut pas avancer. Les chiffres. Alors, je crois que la salle réclame les chiffres. De 1996 à 2015, la part du privé restait quasiment inchangée dans le premier degré. Préélémentaire entre 12,1 et 12,5%. D'ailleurs, dans la dernière période, le préélémentaire a augmenté, justement, 2015, 12,5, 2016, 12,7, 2017, 12,8, et ce n'est pas la réforme du collège qui a produit ça. Je dis ça comme ça. Hein. Alors, est-ce que je continue. Ah, pardon. Continuez. Toujours entre 96 et 2015, dans l'élémentaire, on est passé de 14,1% à 14,4%, et dans la dernière période, ça n'a pas bougé, 14,4, 14,4. Dans le second cycle professionnel, là aussi, oscillation de très faible ampleur durant toute cette période, entre 21 et 21,5, toujours entre 96 et 2015, et nous avons, nous avons la même chose actuellement. Alors, ce qui est intéressant, c'est le collège et les lycées. Alors, en ce qui concerne le collège, il y a une montée lente mais continue de la part du privé de 1995 à 2007. Il n'y a toujours pas de réforme du collège, enfin bon, qui passe de 20% à 21,5%, c'est 1,5%, puis étiage de cette hauteur jusqu'en 2014,
Une petite montée de plus 0,1% en 2015, une descente en 2016 où on repasse à 21,4%. Et une remontée à 21,5%. Autrement dit, ce qui a été dit par notre ministre préféré n'a rien à voir avec les chiffres. Alors, juste un argument qui est souvent avancé par les responsables de l'enseignement catholique consiste à dire la répartition des moyens n'évolue guère, voire défavorablement. On ne peut pas forcément accueillir toutes les personnes qui frappent à notre porte. Et si on pouvait les accueillir, si ce besoin scolaire était reconnu... Alors pourquoi ça monte de temps en temps et que ça baisse de temps en temps? Est-ce que ça n'aurait pas pour conséquence d'avoir davantage de déport, comme vous dites, depuis le public vers le privé? Non, mais c'est possible que s'il y avait plus de moyens dispensés, il y aurait une attractivité plus grande ou voire une possibilité. Mais de temps en temps, ça baisse. Il ne faut pas oublier, c'est un aspect de la question. Alors comment on peut rendre compte que ça ne peut pas augmenter, mais on ne peut pas rendre compte pourquoi ça baisse. D'accord. Voilà, c'est tout. Vous faites bien de le préciser. Il faut rendre compte de l'ensemble des chiffres pour moi. Je me tourne vers Louise Brault qui va nous donner une autre réaction peut-être. Non, on n'a pas d'autres réactions. Peut-être que la salle en aurait. Peut-être que vous avez des questions. Il y a des micros qui peuvent circuler. Je vous laisse réfléchir. Si Vivien Joby va vous poser une question, vous répondre. Merci. Ce n'est pas une question, monsieur Lelièvre, c'est un problème de raisonnement. Quand il y a plus d'enfants qui sont scolarisés en France, même si le taux relatif est plus faible, pour autant, il y a plus d'enfants dans le réseau de l'enseignement privé. Tout à fait. Et en fait, notre problème, il est bien là, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui, et à d'autres moments, nous n'avons pas eu les moyens d'accueillir ces enfants supplémentaires. Voilà. On l'a quand même fait parfois, il y a quand même eu des augmentations numérique, même si ça ne s'est pas traduit en part relative, parce que dans le même temps, le public a lui aussi accueilli d'autres enfants. La différence, et ce qui ne nous plaît pas du tout aujourd'hui, ce qui nous place dans des situations extrêmement difficiles, c'est que nous n'avons jamais de moyens supplémentaires, même quand nous avons accueilli des enfants en plus. Merci. Il y a eu... Alors, dans la répartition des moyens, dont on dit qu'ils sont plus ou moins implicitement fixés à 20%, etc., enfin, qu'il y a une sorte de base, mais qui s'infléchit un peu aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de référence de base, et puis ça s'infléchit d'un côté ou de l'autre. Si on prend sous le temps du quinquennat de Sarkozy, le nombre de postes en moins a été moins diminué en proportion dans le privé que dans le public. Ce sont des faits. Ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse sous le quinquennat suivant, où il y a eu, au contraire, dans les postes ramenés, un peu plus en proportion dans le privé, dans le public que dans le privé. Donc nous avons aussi des fluctuations dans les dotations. Il ne faut pas seulement plaider. Moi, je suis un magistrat instructeur. Je ne suis ni un avocat de la défense, ni un avocat de... J'essaie de comprendre l'ensemble, comment fonctionne l'ensemble du système avec l'ensemble des données. Donc c'est une affaire compliquée. Je comprends bien votre souci. Je comprends les soucis de tel ou tel chef d'établissement à la base qui a des problèmes. Mais ceux du public aussi en ont des problèmes, parce qu'il y a des déplacements, il y a des concurrences. Enfin, je veux dire, les concurrences sont à géométrie variable. Il n'y a pas que le public et le privé. À l'intérieur du public et du privé, il y a aussi des concurrences. Et à mon avis, elles sont au moins aussi importantes que du privé au public et du public au privé, en n'oubliant jamais que ce qui est fondamental dans le changement, c'est l'accroissement des zappeurs. Ça, je pense que le privé devrait y réfléchir. Actuellement, au fond, quand il y a à peu près, je ne sais pas tout à fait, il y a 5% de familles qui ne sont pas zappeurs qui vont au privé. Ça veut dire qu'en général, les 3/4 des élèves qui sont dans le privé viennent de familles zappantes. Donc c'est un fameux problème pour le privé. Alors que dans le public, c'est la moitié seulement. Autrement dit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le privé est beaucoup plus dépendant du zapping, du marché, je vais dire. Et c'est paradoxal, puisque le privé, normalement, devrait être idéologiquement plus important, et en fait, il est plus dépendant du marché. Non mais... La réponse de Vivien Joby, oui, alors brièvement. Sur le zapping,
quand on fait tout un cycle, c'est pas du zapping d'une année sur l'autre. On peut faire tout le collège ou toute l'école primaire ou tout le lycée. Bon, après, il y a d'autres choix, effectivement. Mais attention, ce zapping, il n'est pas, comment dire, sur des petites périodes. Il ne faut pas croire que c'est 5%, c'est pas 5% pendant très peu de temps. Par ailleurs, Monsieur Lelièvre, par rapport à l'offre qui est la nôtre, notamment après dans tout ce qui est discipline professionnelle, technologique, etc., c'est extrêmement réduit par rapport à ce que dispose le lycée, les lycées et les cycles en général du public. Maintenant, sur la question du 80-20, excusez-moi, mais 80-20, là, cette remise en cause, etc., donnez-nous déjà 20% des moyens. On sera très très contents. Nous ne les avons absolument pas. Ah non, 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 non. Nous ne les avons ni budgétairement, ni dans nos classes devant les élèves. Nous n'avons absolument pas cette masse-là. Mais vous n'avez pas non plus 20% de on en a 18%. Oui. Ah oui. Voilà. Bah, donnez-nous 18%, on est à 11%. Non, mais voilà. Je comprends les revendications et que c'est important de revendiquer, etc. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a dû avoir beaucoup de rapprochements, en fait, dans le fonctionnement du privé et du public, pour que ça passe tellement de l'un à l'autre. C'est aussi un autre aspect de la question. Alors justement, ce rapprochement... Très important. Ce rapprochement, est-ce que la loi Debré, on a parlé beaucoup de pluralisme scolaire tout à l'heure avec Annie Genevard, est-ce que la loi Debré, elle a contribué au pluralisme scolaire ou est-ce que quelque part, elle a gommé un petit peu les aspérités qui pouvaient exister dans le système scolaire? Moi, je pense que sur le plan strictement scolaire, elle a tendu à unifier. Ça me paraît manifeste. Et donc, de ce point de vue-là, si on prend un point de vue strictement scolaire et pas un point de vue, disons, très ciblé sur le plan éducatif ou très ciblé sur le plan pédagogique, je pense qu'il y a eu plus d'unification et d'uniformisation, d'ailleurs, que ce soit dans les structures, que ce soit dans les programmes, les types d'examens, enfin l'importance, etc. Forcément, ce genre de choses a induit une... Alors, que sur cette base d'unification et je dirais d'uniformisation, ça a pu permettre une plus grande diversité, peut-être, mais je demande à voir. C'est une revendication qui est faite, mais moi, je ne suis pas si sûr qu'au fond, le pari de De Gaulle, qui était d'aller vers l'unification, donc plus d'uniformisation, je pense qu'il a gagné. Vous disiez tout à l'heure que les responsables de l'enseignement catholique étaient pour le moins frileux au moment de l'adoption de la loi Debré. Est-ce qu'ils avaient raison avec le recul des 6 décennies qui viennent de passer? S'ils avaient comme optique d'avoir, disons, un axe idéologique fort, je pense qu'ils se sont fait plus ou moins banaliser. Ça ne peut pas être autrement. En revanche, d'un point de vue gestionnaire, je pense que c'est le contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça continue. D'accord. Alors, moi, je crois que ce qui est passé, c'est ce que j'ai dit là, en dernier, c'est-à-dire un autre mode de gestion. Bien plus que des caractéristiques idéologiques fortes de différenciation. Mais je comprends que ça puisse susciter discussion, opposition, voire angoisse. Voilà. L'historien que vous êtes a l'habitude de regarder vers le passé. Je vais vous faire un petit peu violence. Imaginez-vous on ne sera pas là ni vous ni moi pour voir ça, mais quel pourrait être le visage de l'école privée dans 60 ans? Ce sera ma dernière question, on arrive au terme de notre débat. Moi, je pense que on n'a pas parlé moi, je pense que c'est des questions de flux et de gestion qui l'emportent petit à petit. C'est-à-dire le consumérisme l'emporte de plus en plus. Et il y a un danger énorme qui menace à la fois l'enseignement public et l'enseignement privé sous contrat. Ce serait par exemple un fonctionnement qui reviendrait avec des chèques éducation. Qui ont existé, je crois, en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et si, sous une forme directe ou indirecte, il y a le style chèque éducation, à la fois le public se fractionnera et le privé sous contrat n'aura pas les meilleures parts. Loin s'en faut. Donc il faut qu'il fasse très attention. Vous évoquez là le chèque éducation. Comment dire, le libéralisme, un vrai libéralisme scolaire,
C'est pour moi la fin du privé sous contrat. Vous évoquez là si je pose la question. La piste du chèque éducation. Est-ce que ça pourrait être l'une des pistes envisagées pour financer le hors-contrat comme souhaite le faire Annie Genevard? Mais ça peut l'être. Ça peut l'être. Ce qui me... on voit bien que, par exemple, dans le secteur des écoles de commerce, dans le secteur des BTS, etc., on voit ce que ça donne déjà. Ce n'est pas le privé catholique qui prend des grandes parts de marché. Hein. Ça peut se généraliser, c'est tout. D'accord. Eh bien, on en parlera demain matin avec Martine Depas qui nous parlera justement de l'arrivée à bas bruit de groupes internationaux qui s'intéressent à des écoles, y compris dans le primaire et le secondaire, des écoles qui ont des finalités lucratives. J'imagine qu'elles ont aussi des finalités éducatives, mais ce sera pour demain. Merci beaucoup, Claude Lelièvre, pour votre science et pour ce débat qui était franc.